Bonjour Ibrahima Diallo. Donc vous êtes secrétaire. Bonjour Joëlla. Bonjour. Vous êtes secrétaire exécutif de l'ONG La Lumière, qui est une ONG sénégalaise impliquée dans le développement local. Et vous êtes également le représentant au Sénégal du réseau Publier ce que vous payez. Donc, pour répondre à ces deux questions extrêmement pertinentes, Voilà. en tout cas dans le contexte du Sénégal. Voilà, pour ce qui concerne le code minier, donc le Sénégal s'est trouvé dans un contexte de compétition internationale entre différents pays miniers émergents. Ensuite, il y a eu un constat, et c'est la faiblesse des recettes de l'État malgré le renchérissement des coûts des matières premières et a entraîné un manque à gagner de 401 milliards. Il faut poser la question au niveau du président de la République, qu'est-ce que le Sénégal gagne réellement? Tout aspect important du contexte, c'est les communautés minières retrouvées dans la bouche et qui vivent toutes les frustrations liées à la privation de droits, à l'information, à la participation et surtout aux opportunités économiques malgré l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence des industries législatives depuis octobre 2013. Ensuite, il y a eu beaucoup d'alertes de la part des organisations de la société civile du Sénégal. Alors, c'est dans ce contexte, voilà un peu le contexte de la révision du code minier du Sénégal. Les activités menées par la société civile, quand elle a senti que le Sénégal était en train de réviser son code minier. Donc, en août 2014, il y a une interpellation du directeur du ministère de la Géologie sur l'exclusion des ESC sur le processus de révision. En septembre 2014, on a organisé un point de presse dans une région centre de la région du Sénégal pour réclamer l'inclusion des ESC dans le processus de révision. En octobre 2014, Oxfam nous fait un appui financier pour nous permettre de participer d'une façon ou d'une autre au processus. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle, on a recruté un consultant international, donc il a analysé le code de 2003 et qui nous a permis véritablement de disposer d'un outil de plaidoyer en montrant un peu les faiblesses du code de 2003, donc les faiblesses relatives à la protection des droits humains, à la protection de l'environnement, mais surtout à l'intérêt national. Alors, quand nous avons obtenu cet outil de plaidoyer, nous avons commencé à faire ce qu'on appelle d'abord un lobbying. Donc, le 13 janvier 2015, nous transmettons le rapport de certificat comparatif de consultation des ESC au ministre conseil chargé des affaires juridiques du président de la République. Le 15 janvier 2015, nous transmettons les rapports de l'étude comparative et de consultation des ESC au directeur du ministère de la Géologie. Et le 22 janvier 2015, nous recevons une lettre du ministre. Donc, une semaine avant, nous invitons à l'atelier de partage et nous indiquons la disponibilité de l'avant-projet sur le site de la direction du ministère de la Géologie. Donc, les ESC connaissent rapidement un consultant pour analyser le niveau de prise en compte des contributions que nous avons fondées sur le code de 2003. Le 3 février, effectivement, nous répondons à l'invitation du gouvernement du Sénégal et particulièrement de la commission de revue du code minier. Et ce jour-là, on nous a dit effectivement qu'on voulait valider le projet de code minier et le transmettre à l'Assemblée nationale, donc pour véritablement l'organisation politique. Et là, dans la salle, on s'est constaté, on s'est dit, nous, organisation de la société civile, nous ne sommes pas venus ici pour valider aujourd'hui le code minier parce que nous voulons en prendre conscience. Et comme nous ne voulons pas servir de faire valoir, nous préférons quitter la salle et dénoncer ce que ça fait. Comment est-ce qu'une politique publique aussi importante que le code minier voudrait être l'apanage que des fonctionnaires de l'État du Sénégal? Et nous avons quitté la salle, les organisations qui sont membres de la coalition publique pour payer. Nous sommes retrouvés dans un hôtel de la France, que nous avons tenu un point de presse, où nous avons vraiment tapé très fort. On a menacé d'aller à la CEDEAO, on a menacé d'aller à l'IMOA, ça depuis le Sénégal. Le lendemain, les directeurs des mines, les ministres des mines, tous font le tour des rédactions, donc pour fustiger le comportement de la société civile qu'ils ont catégorisé en société civile sérieuse et en société civile non sérieuse. Mais cela ne nous a pas découragés, nous avons continué à faire la bataille. Et 2 jours après, le ministre des Mines applique, il nous envoie un mail, une lettre, pour nous dire qu'il est d'accord pour le dialogue. Ce qui fait que jusqu'au jour où je vous parle, donc le code minier est encore dans un processus de validation.
Ce D'accord. temps qui nous a été imparti a permis à tout le monde, tous les acteurs, les sociétés minières, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, les organisations d'artisans, la société civile, ça a permis à tout le monde, les parlementaires, ça a permis à tout le monde effectivement d'apporter des contributions extrêmement importantes et qui ont été prises en compte quasiment à 95%. Et ce que nous avons voulu que cela change dans le nouveau code minier. Nous avons voulu que toutes les dispositions fiscales soient renvoyées dans le code général des impôts, parce qu'on ne peut pas comprendre que des ingénieurs des mines, des ingénieurs géologues soient en même temps des fiscalistes, alors qu'il y a des départements qui ont une expertise avérée dans ce domaine-là. On a voulu qu'on introduise à titre optionnel des contrats de partage de production. Donc, qu'il y ait les possibilités, il ne faut pas que tout le temps, que ce soit les sociétés qui ont 90% et l'État du Sénégal 10%. Et par moment, il est possible effectivement donc, qu'il y ait des contrats de partage de production. Nous avons aussi dans la contribution de souhaiter l'extension de l'obligation de réhabilitation à la phase de recherche. Donc, ce qui était prévu par le code de 2003, on a obligation de réhabiliter qu'après ou pendant l'exploitation. Alors qu'il y en a qui, pendant la phase de recherche, font excessivement des dégâts qui entraînent une dégradation de l'environnement. Nous avons souhaité en tout cas que le nouveau code puisse obliger tous les détenteurs de permis de concession à payer préalablement donc tout ce qui relève de la réhabilitation du site. Nous avons voulu aussi qu'il y ait le renforcement des dispositifs de contrôle sur le terrain. Parce que vous imaginez une région comme Kédougou où il y a 24 sociétés qui sont actuellement en liste, qui sont actuellement en activité, soit en activité d'exploitation ou d'exploration. Le Sénégal ne recevait que 3% de redevances. D'accord. Alors qu'il y a des pays qui sont à 5%, il y a des pays qui sont à 10%. Donc on a demandé que la redevance soit relevée à 10%, mais le gouvernement a reçu 5%. Changement de la durée des concessions minières. Parce que les concessions minières au Sénégal, c'est minimum 25 ans. On a pensé qu'aujourd'hui, une société comme Sabodala Gold Operator, qui a une concession de 25 ans, et qui exploite au rythme de 5 à 6 tonnes par an, et qui a des vacances fiscales de 8 ans, peut bénéficier de sa technologie bien forte, exploiter l'essentiel du jugement et partir avant de commencer à payer les redevances au Sénégal. Donc, on a pensé que les conseils miniers sont très élargis. Il faut les réduire pour 10 à 15 ans. Le relèvement des droits payés à l'occasion de l'attribution au renouvellement en octroyant des fonds au côté local assistant les opérations minières. Une société minière paye pour ses droits d'équipation 5 000 francs et la 20 km2 dans quelque chose pour moins de 200 000 francs. Et ces fonds doivent être ces modiques sommes doivent être reversées au niveau du trésor. Alors que la côté locale qui abrite donc l'opération minière ne reçoit rien du tout. On a pensé également qu'il y ait un réménagement des dispositions relatives à la confidentialité dans le souci de se mettre en phase avec l'ITIE. On ne peut pas adhérer à l'ITIE, une chef pour la transparence des industries économiques, et considérer encore l'article 66 du Code minier du Sénégal, qui explique qu'il y a des clauses de confidentialité qui permettent aux sociétés minières de ne pas divulguer certaines informations. On a pensé également que la formalisation du programme social minier est une importance capitale. Comment est-ce que nous avons influencé tout ce travail-là? Alors, nous avons commencé par des éléments de comparaison. Le consultant qui a été recruté, on lui a demandé d'analyser le code minier du Sénégal en se référant à la directive de la CEDEAO, à l'ITIE et à la vision minière africaine. Donc, c'est ce qui a permis très rapidement de détecter les faiblesses contenues dans le code minier et pour les relatives à la transparence, aux limites sur le plan social, fiscal et environnemental. Alors, nous avons aussi, dans ce document, indiqué des pistes pour une réforme consolidant la bonne gouvernance, la transparence, la préservation de l'environnement, la prise en compte inclusive des préoccupations des communautés au Sénégal. Nous avons aussi influencé pour élaborer un document de plaidoyer de la coalition publique pour le pays Sénégal pour une réglementation minière plus transparente et responsable. Quels sont les facteurs qu'ils ont permis d'influencer si considérablement le processus de révision du code minier? D'abord, il y a eu la mobilisation de toutes les organisations de la société civile du Sénégal qui sont intéressées par ce secteur, donc ont décidé de se mettre ensemble. Ensuite, on a reçu un appui technique et financier d'Oxfam. Un financement qui nous a permis de recruter un consultant
un expert dans le domaine qui a éclairé nos différentes actions. Ensuite, il y a eu la consultation des communautés. Nous avons réuni l'ensemble des villages qui sont affectés. Donc, pendant 2 jours, dans un hôtel pour dire que le Sénégal va changer et est en train de réviser son code minier. Qu'est-ce que vous voulez véritablement qu'on change dans la pratique et l'exploitation minière au Sénégal? Donc, c'est des informations qui nous ont permis véritablement de formuler des recommandations très fortes, une contribution. On a créé, à côté de la coalition, les élus locaux, donc qui étaient nécessaires dans tout le processus de prise de décision. Nous avons également accompagné la mise en place du réseau des parlementaires au Sénégal. Nous avons aussi facilité la mobilisation de la presse et c'est ce qui véritablement nous a permis d'influencer le processus de révision. Nous avons découvert en tout cas à travers ce processus l'importance des alliances. L'alliance avec les communautés guinéennes, l'alliance avec les élus locaux, les alliances avec la presse, l'alliance avec les parlementaires et qui ont fait venir la pression contre le gouvernement. Vraiment, la presse a été en importance capitale dans tout ce processus. Aujourd'hui, si on a un nouveau code minier, on a un code de l'environnement qui date de 2003, on a la loi sur le domaine national qui date de 1966, et chacune de ces lois interfère avec le code minier. Et si véritablement il n'y a pas une harmonisation dans ces différents codes, il va être excessivement difficile d'appliquer certaines dispositions du code minier. L'un de nos défis aujourd'hui, c'est la mise en cohérence des différents textes applicables au secteur minier, notamment le code minier, le code de l'environnement, le code forestier, le code de l'eau, le code des investissements, le code général des impôts, le code général des collectivités locales, la loi sur le domaine national, etc. Pour l'institutionnalisation et la mise en place d'organes de gestion et de concertation au niveau local comme national. Vous savez, au Sénégal, aujourd'hui, il y a des compétences qui sont transférées aux collectivités locales. Et les collectivités locales gèrent en rapport avec les populations. Jusqu'au moment où je vous parle, les mines ne constituent pas encore une compétence transférée. Et les communautés elles-mêmes, les élus locaux, sont exclus dans tout le processus de prise de décision. Le Sénégal a décidé de rétrocéder 5%, donc à travers les collectivités locales. Mais sur le montant global, 40% vont aller aux côtés local qui abritent les entreprises minières et le reste 60% seront répartis entre les autres régions du Sénégal. Et nous pensons que 20% c'est vraiment trop faible. Le fonds de péréquation n'a pas pu pour l'instant être encore appliqué de façon constante. Il y a ce qu'on appelle l'avancée du fonds minier et la conséquence c'est le recul donc des espaces réservés au pâturage, aux exploitations forestières, à l'exploitation artisanale de l'or, à l'agriculture, etc., etc. Et il n'y a aucun mécanisme de compensation adéquat qui permette véritablement de redresser après le départ de la filière. Le renforcement des capacités techniques, humaines, matérielles et financières des côtés locaux et des comités pour une gestion transparente, durable. Il y a aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation. Mais l'argument que l'État va continuer à traduire, c'est le manque de capacité technique pour prendre en charge les fonds relatifs. On a bloqué le processus de révision. On a fait parvenir à l'État nos contributions, qui sont les contributions des communautés, des élus locaux. Et aujourd'hui, nous avons formé les parlementaires sur comment assurer le suivi de l'adoption pour que véritablement, au moment du vote à l'Assemblée, que ce qui a été retenu comme contribution essentielle puisse figurer sur le code minier du Sénégal. Donc voilà en fait ce qu'on peut dire de façon globale du processus de révision du code minier au Sénégal et dont le vote à l'Assemblée nationale est prévu pour 2016. L'adoption était prévue pour 2015. Il a fallu que la société civile s'insurge pour que le processus soit bloqué. Nous avons constaté une perte des moyens de subsistance de communautés vivant sur le théâtre des opérations minières. Et quand nous avons visité la loi, ce n'est pas essentiellement le code minier qui règle le problème. Il y a la loi sur le domaine national, il y a le code des collectivités locales, etc., etc. Donc c'est un ensemble de dispositions législatives et réglementaires qui permettent de régler ce problème. Les autres lois donc, qui concourent au règlement de ce problème ne sont pas révisées, donc le problème va demeurer. Et jusque-là, c'est la loi de 1972 qui, à la limite, organise un peu la compensation au Sénégal. Alors que nous voulons qu'on déplace et qu'on compense. Ça veut dire qu'on prend tous les aspects culturels, tous les aspects culturels, tous les aspects sociaux. Donc, parce qu'en fait, les populations développent des relations particulières avec leur environnement. Et quand, en fait, les populations développent des relations particulières avec leur environnement.
compensation, il n'y a aucune disposition qui permet aux communautés d'avoir un outil, un support qui leur permet de négocier. Souvent, on a dit qu'il faut qu'on trouve un mécanisme qui permet aux communautés d'avoir un outil d'appréciation de ce qu'elles ont perdu. Donc, c'est ce qui explique un peu la réflexion autour de la grille de compensation. Et nous avons recruté un consultant qui a fait un travail. Il a fait beaucoup de consultations, il a discuté avec les sociétés minières, il a discuté avec l'administration, il a discuté avec les populations qui sont souvent victimes de déplacement, les populations exposées au déplacement et les propositions que les uns et les autres ont produits ont permis d'avoir ce qu'on appelle une grille consensuelle. Déjà, donc, c'est transmis au ministère en charge des mines, c'est déjà transmis à la commission de réforme du foncier, c'est déjà transmis à l'Assemblée nationale et nous allons continuer à faire le plaidoyer pour voir est-ce qu'il ne ferait pas l'objet d'un avenant dans le code minier ou bien est-ce qu'il ne ferait pas l'objet d'une loi spéciale. Mais techniquement, c'est assez complexe. Je vais vous partager avec le document et vous pourrez le lire et poser des questions que je pourrais partager avec les consultants pour la faire l'objet d'une consultation, donc pour obtenir aujourd'hui ce qu'on appelle une grille consensuelle et qui est dans le circuit d'intégration dans la législation nationale en la matière. On a affecté à chaque bien immobilier une lettre et un coefficient. C'est ce coefficient qui a été accepté par l'ensemble des acteurs. Si on fait la somme de ces coefficients, on a effectivement une idée de ce que ce ménage vaut s'il est déplacé. Si vous aviez 2-3 conseils à donner aux conseils économiques et sociaux des pays d'Afrique francophone pour les aider à émettre des avis sur justement les révisions des codes miniers, quels sont pour vous les points clés de ces codes miniers? Oui, je pense que la première des choses qui peut constituer en tout cas la source des conflits, c'est véritablement cette question d'indemnisation et de compensation. L'autre chose, c'est véritablement les impacts environnementaux, donc qui affectent très négativement le cadre de vie et la santé des populations. La troisième chose, c'est de travailler véritablement à ce que les conseils économiques et sociaux puissent réguler ce qu'on appelle les fonds sociaux.